Bonsoir, bonsoir. Alors, ce n'est pas votre Nico ce soir qui va animer votre émission, mais c'est bien moi, Irène, avec Pascal à la technique et Claire pour nous assister. Nous sommes mardi 18 octobre et bienvenue sur Podcast Science pour notre émission numéro 272. Voilà, alors ce soir, nous avons évidemment Claire avec nous. Salut. On a Pascal aussi à la technique, donc. Salut tout le monde. Et puis moi, Irène, donc, qui prend le rôle de Nico depuis Santa Barbara, aux États-Unis. Et bonsoir tout le monde. Alors, au sommaire de notre émission ce soir, nous avons bien sûr un super dossier pour vous, concocté par Damien. Et puis, on aura quelques informations, on aura le pitch, on aura un autre quiz, quelques nouveautés. Et évidemment, si vous avez des questions, nous aurons aussi les questions des auditeurs. Voilà, alors je voulais commencer l'émission en vous parlant d'une nouveauté sur notre podcast. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais grâce à Guillaume Bordeaux, c'est un super photographe qui est basé à Paris, nos émissions maintenant sont animées sur YouTube. Alors voici le site web de Guillaume, j'espère que Pascal va pouvoir vous le mettre dans la chatroom, mais ça s'appelle Street Art Scenic. Et ça ne s'appelle pas du tout comme ça se prononce. Donc voilà, Pascal vient de vous le mettre. Allez voir, c'est superbe. Guillaume, il fait du super boulot. Et donc, nos émissions maintenant, elles sont animées. C'est vraiment très chouette. Par exemple, vous pouvez chercher podcast Science 269, comment lancer une fusée. Ça vous donnera une idée du boulot que fait Guillaume. Et puis surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Et j'espère que vous allez aimer. Aussi, je voulais annoncer le bouquin de LJJ. Si vous vous posez encore la question de savoir à quoi servent les maths, vous aurez les réponses dans le bouquin de LJJ qui s'appelle Yeux de chat. Non, qui s'appelle Le choix du meilleur urinoir. Et c'est aux éditions Belin. Donc, je le recommande. LJJ, c'est un pilier du podcast. N'hésitez pas. Encore une fois, c'est sur les maths et ça promet. Voilà. Alors, on va continuer sur ce avec le dossier de Damien. Je voulais représenter Damien. Il a déjà fait donc la première partie de l'émission la semaine dernière. Mais je voulais rappeler quand même que Damien est un postdoc actuellement au laboratoire de géologie de Lyon qui travaille sur la Terre, les planètes, l'environnement. Damien a passé une thèse en astrophysique à l'Université de Paris 11. Et ses intérêts au point de vue de la recherche, c'est les études géologiques des surfaces planétaires en utilisant des moyens de l'imagerie, de l'étude des données spectrales, des données thermiques aussi, etc. Il s'intéresse aussi à l'estimation de l'âge des planètes. Alors là, je ne connais pas du tout cette technique, mais c'est en utilisant la densité des cratères. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez lui poser la question, comment ça marche. Super intéressant aussi, Damien s'intéresse à l'eau. L'histoire de l'eau liquide sur Mars. Et puis, il participe aussi, ça c'est quand même impressionnant, à la sélection des sites possibles sur Mars pour faire atterrir une machine humaine, j'allais dire. Alors, avouez quand même que nous sommes au top parce que je viens de lire il y a environ 1 heure cette nouvelle. Le petit module européen Schiaparelli, dans le cadre de la mission ExoMars, doit atterrir le 20 octobre à 16h42 sur la planète rouge. Une première étape avant le lancement en 2020 d'un rover qui forera le sol martien à la recherche de traces de vie. Voilà, donc en fait, on est en plein dans le sujet de ce soir. Donc revenons à Damien. Alors,
les Martiens existent-ils? Vont-ils sauter sur les premières sondes qu'on va envoyer chez eux pour les détruire et nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus? Vont-ils se cacher dans le sous-sol parce que ce sont de grands timides? Eh bien, nous le saurons ce soir avec Damien. Et donc, c'est à toi, Damien. Nous t'écoutons tout oui. Bonsoir Irène, ouais, merci pour l'intro. Où est-ce que tu as trouvé mon CV? Eh bien, en ligne, mon cher. Là Très où tu bien, l'as mis. Comme quoi ça marche finalement. Il y a des gens qui le trouvent. Eh bien, on t'écoute, ouais. Damien. C'est cool. Et l'atterrissage, c'est demain en fait. Et, le 20 octobre. En fait, non, c'est demain le 19. Alors, c'est bizarre. Bon. Mais c'est sûr que c'est demain parce que il y aura même il y a un live qui sera broadcasté à Toulouse, organisé par le CNES et la Cité de l'Espace. Et justement, j'y vais demain. Du coup, j'espère bien que c'est bien demain l'arrivée. Oui, non, écoute, franchement, je pense que ton information est plus fiable que la mienne. Non, mais c'est bizarre, ouais. Donc, demain, suivez ça. On pourra peut-être ajouter aussi le lien pour le live du CNES. Mais autrement, vous allez sur le site du CNES et c'est dans les news de la journée. Donc, c'est facilement trouvable. Alors, la semaine dernière, on a parlé de ce qu'on a appris sur Mars en l'observant depuis la Terre avec des grandes lunettes et des télescopes. Et là, on arrive à la veille des années 60 et on n'est toujours pas sûr de grand-chose sur Mars. Alors, on a les calottes polaires, ok. On pense qu'elles sont faites de glace d'eau, mais après tout, on n'a pas vraiment encore vérifié. Et puis, on a parlé de continents, d'océans, de déserts, de canaux qui font plusieurs kilomètres de large et des milliers de kilomètres de long, des oasis, des lacs, de la végétation qui varie au cours des saisons. Mais finalement, tout ça, c'est juste des spéculations pour le moment. Donc nous voilà dans les années 60. On arrive enfin à quitter notre bonne vieille Terre et à envoyer des sondes dans le système solaire pour prendre des images. On veut aller voir à quoi ressemblent nos planètes voisines et vérifier la présence des Martiens, bien sûr. Et puis, la géopolitique aidant, Mars fait rapidement partie de la course vers l'espace entre les USA et l'URSS. Mais on va voir que la chance va souvent manquer, surtout à l'URSS et puis à la Russie aussi depuis. En fait, bon nombre de missions vers Mars vont partiellement ou totalement échouer, que ce soit au lancement, à la mise en orbite ou à cause des conditions climatiques martiennes aussi. Donc on va voir ça au cours des dizaines d'années qui arrivent. Donc vous vous souvenez que la semaine dernière, j'ai parlé des 2 oppositions tous les 2 ans à cause des orbites de la Terre et de Mars. Donc tous les 2 ans, elles s'approchent, elles sont plus proches l'une de l'autre, c'est l'opposition. Et bien, pour envoyer une sonde vers Mars sans avoir à embarquer trop de carburant, on profite aussi des positions relatives favorables de la Terre et de Mars, ce qui arrive aussi à peu près tous les 2 ans, en fait tous les 26 mois. On parle à chaque fois de fenêtres de tir. Donc si vous voulez revoir un petit peu comment ça marche, les voyages interplanétaires, vous pouvez aller réécouter l'épisode 189 de Podcast Science sur les sondes Voyager. On parle pas mal des orbites de transfert d'Oman et d'assistance gravitationnelle. Et normalement, il faudrait qu'il y ait un petit dessin dans la chatroom qui arrive. C'est presque celui-là. Alors là, dans la chatroom, vous avez un dessin qui vous montre un grand nombre de missions qui ont été vers Mars et toutes celles qui ont échoué. Et maintenant, vous avez un autre dessin qui montre justement les positions des planètes au moment de la fenêtre de tir. Les positions évoluent pendant la croisière, donc le voyage de la sonde, et puis à l'arrivée sur Mars. Donc pendant que la sonde va de la Terre à Mars, les planètes ont le temps de voyager. La Terre, en général, il se passe plus de 6 mois, donc elle fait plus d'un demi-tour du Soleil. Et Mars, elle fait un bon tiers de tour du Soleil pendant ce temps. Donc c'est pas très compliqué comme orbite. Il faut juste lancer la sonde au bon moment pour qu'elle atteigne l'orbite martienne juste au moment où Mars passe par là. Donc, vers Mars, on a une fenêtre de tir tous les 26 mois. C'est ce qui impose un tempo, du coup, à l'exploration spatiale de Mars.
Et la majorité de ces fenêtres de tir ont été utilisées depuis les années 60. Et on devrait aussi maintenant voir... Attends, je t'interromps. Tu veux dire qu'il y a eu des tirs tous les 2 ans? Quasiment, ouais. Il y a eu plein de fenêtres de tir où il y a eu plusieurs missions qui sont parties en même temps. Enfin, on va voir ça. Il y a quelques fenêtres de tir qui n'ont pas été utilisées, mais oui, on a eu quasiment des tirs vers Mars tous les 2 ans. J'avais pas réalisé que c'était si souvent, dis donc. Ouais. Et je crois vraiment que depuis 99, on est vraiment avec au moins une mission tous les 2 ans. Donc ouais, ça, c'est une planète qui occupe bien les agences spatiales. Ah ouais. Et là, sur le... Je t'interromps encore, mais sur l'image que tu montres, qu'on voit en ce moment sur la chatroom, ce sont les pays les plus actifs qu'on voit, l'Inde, etc., qui participent. Donc là, on voyait sur le dessin 2 couleurs différentes. Il y a principalement l'URSS, bon, on va voir ça, hein. Il y a principalement l'URSS et les États-Unis. Mais il y a depuis quelques années, il y a le Japon qui a essayé. Il y a l'Agence spatiale européenne, du coup l'ESA, qui a déjà envoyé quelque chose en 2003. Et c'est aussi une sonde de l'ESA qui doit arriver demain. Et il y a l'Inde aussi qui a envoyé il y a 2 ans sa première sonde. Et la Chine veut s'y mettre sérieusement et projette des trucs pour 2020. D'accord. Donc c'est toujours quelque chose... oui, il y a de plus en plus de pays qui s'y essayent. Ouais. Et on leur souhaite plus de chance que ce qu'il y a eu jusque-là. Au moins jusque dans les années 90. Du coup, là, ce qu'on voit dans la chatroom maintenant, c'est un portrait de famille. Alors, c'est une image qui montre toutes les sondes, des petits dessins de toutes les sondes qui ont été envoyées vers Mars. Il y a même des sondes qui ont été envoyées plusieurs fois. Enfin, on a fait plusieurs sondes identiques et on les a envoyées. Donc, c'est tout ce qui a été envoyé, mais tout n'est pas arrivé. Et aujourd'hui, on doit avoir 43 sondes qui ont été lancées spécialement pour Mars. Il y en a d'autres aussi qui sont passées à côté, comme Rosetta par exemple. Elle a pris des images de Mars en passant à côté. Et donc il y a 43 sondes vraiment dont l'objectif était Mars. Mais il y a eu énormément d'échecs sur toutes ces sondes. Alors en ce moment, il y en a 7 qui fonctionnent, toujours autour de Mars et sur Mars. Et la doyenne, elle a été lancée en mars 2001, il y a plus de 15 ans. Donc pas mal pour un satellite à cette distance. Et la dernière, elle a été lancée du coup en mars 2016 et elle doit arriver demain. Donc c'est pas génial ça, super bien placé cet épisode de Podcast Science. Ah ouais, non, là c'est vraiment le top. Ouais. Oui. Et la plupart de ces engins, ils sont encore dans l'espace, dans les poubelles de l'espace ou C'est ça. Il y en a certains qui tournent autour du Soleil, toujours aujourd'hui. Il y en a qui tournent autour de Mars, toujours aujourd'hui. On ne prévoit pas de les ramener tant qu'on n'a pas un intérêt spécial à ramener quelque chose. Il faudrait mettre beaucoup de carburant pour pouvoir les ramener vers la Terre. Du coup, on les laisse là-bas. On les fait surtout pas se cracher sur Mars. Parce que on ne veut pas souiller la surface de Mars avec des petits microbes qu'il pourrait y avoir sur les sondes. Ah oui. Surtout, on ne fait pas comme sur Terre où on essaie au moins ce qui est en orbite basse, on essaie de le ramener dans l'atmosphère pour qu'il brûle, pour pas qu'il y ait trop de déchets dans l'espace. Bon là, on est très loin du nombre de satellites qu'il peut y avoir autour de la Terre. Et du coup, voilà, toujours 7 qui fonctionnent, une qui doit arriver et d'autres qui sont prévues aussi en 2018 et en 2020. Et puis, il y a Elon Musk aussi. J'ai parlé des pays, mais il y a aussi des entreprises privées qui s'y mettent. Et il y a Elon Musk avec SpaceX qui veut se mettre à envoyer des sondes vers Mars et à la surface de Mars. Donc, l'exploration de Mars, c'est pas fini. Ouais. Et SpaceX, je devrais le savoir, mais c'est américain, c'est ça? Oui, c'est une entreprise américaine. C'est Elon Musk qui l'a créé. C'est celui qui a fait développer PayPal. D'accord.
Et donc, c'est un milliardaire, et un de ses projets dans la vie, c'est d'aller sur Mars. Et du coup, il essaie de faire ce qu'il faut pour y arriver avant qu'il soit trop vieux ou avant qu'il soit mort. Et donc, il prévoit un projet d'exploration humaine, et il compte bien y aller. Alors après, on verra si ça va se réaliser. Et est-ce qu'il rend public un peu le niveau enfin l'avancement de ses travaux, j'allais dire, ou c'est carrément hyper confidentiel? Alors, il y a un peu des deux. En fait, il a fait une conférence de presse il y a juste il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, où il a décrit, il a montré des dessins de la fusée qu'il voulait développer pour pouvoir emmener des gens. On parle de centaines de gens sur Mars. Après, ça reste une entreprise américaine du spatial, donc sous secret défense, je ne sais pas comment on dit exactement. Et du coup, par exemple, il n'y a que des Américains qui ont le droit de travailler dans cette entreprise. Ah ouais, d'accord. Waouh. Donc ça reste protégé. Donc ils font de la communication, mais dans le détail, ça reste secret. Ouais. Ok. Du coup, on a plein de missions qui sont parties vers Mars, et on fait la différence entre plusieurs types de missions, avec du coup dans un ordre à peu près chronologique. D'abord, on a eu des survols, on dit flyby en anglais, où donc la sonde ne fait que passer à côté de la planète. On a eu des impacteurs, alors pas sur Mars, mais sur la Lune par exemple, où du coup là la sonde va finir directement dans la planète, mais on n'essaie pas forcément de la faire atterrir en douceur. On a des orbiteurs où la sonde du coup est mise en orbite autour de la planète. On a des atterrisseurs, on dit lander en anglais. Je vais peut-être parler de lander à certains moments, où la sonde du coup se pose à la surface, mais elle bouge pas. On a des véhicules qu'on appelle rovers jusque-là, où la sonde se pose puis elle roule à la surface. Et puis on aura peut-être aussi des vols habités, donc ça sera encore une autre catégorie. Alors, Je me demandais combien de gens allaient être transportés, mais enfin, je pense que c'est pas une question très constructive, ça veut rien dire du tout. Hein. On verra bien quand le moment viendra. Exactement. Du coup, quand les Américains et les Soviétiques commencent l'exploration du système solaire, donc on est au début des années 60, d'abord c'est Vénus qu'ils visent, qui les attire en premier. En 1961, les Soviétiques lancent Venera, donc qui est perdu pendant sa phase de croisière. Et en 1962, les Américains lancent Mariner 1, qui est détruite au lancement. Donc déjà pas de chance. Et puis Mariner 2, qui fait un survol réussi de Vénus. Donc c'est les débuts de l'exploration planétaire. Mais la première tentative de conquête de Mars n'attend pas vraiment longtemps. Et le 1er novembre 1962, l'URSS envoie Mars 1 vers la planète rouge. Bon, à cette époque, il faut dire que les Soviétiques ont des problèmes réguliers avec leur système de communication à longue portée. Et du coup, Mars 1 est un peu le premier à en subir les conséquences. Donc Mars 1 est envoyé, il commence correctement sa course dans la bonne orbite. Il transmet quelques informations sur le milieu interplanétaire, donc c'est déjà pas mal. Mais le contact avec la sonde est perdu au bout de 5 mois. Donc elle continue justement. Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre que les Russes ils aient des problèmes de communication quand même. Mais bon. C'est ce qui est arrivé. Non, mais c'est très sarcastique. Je t'interromps pour dire quelque chose qui n'est pas du tout relevant. Nous ne ferons pas de jugement de valeur là-dessus ce soir. Non, c'est vrai. Dans un podcast science, on ne fait pas de jugement de valeur. Donc, Mars 1 a des problèmes. 1, voilà. On la perd au bout de 5 mois. Et du coup, aujourd'hui, elle continue sans doute de tourner autour du Soleil. 54 ans plus tard. Ah ouais. Oui. Donc elle devait faire un survol de Mars. Peut-être qu'elle l'a fait, mais maintenant, elle continue sa course. Donc les Américains, maintenant, ils préparent 2 sondes Mariner, donc comme celle pour Vénus. Elles s'appellent Mariner 3 et 4. Et elles doivent faire, elles aussi, un survol et envoyer quelques photos. Donc en novembre 64, les 2 sondes décollent. Et là aussi, pas de chance avec la première. Après le décollage, le bouclier qui abrite la sonde refuse de se détacher. Du coup, ça empêche le déploiement des panneaux solaires.
et les batteries s'épuisent rapidement et du coup on ne peut plus du tout communiquer avec la sonde et lui dire où aller. Alors ouf, ils ont le temps quand même de résoudre le problème juste avant d'envoyer Mariner 4 et donc lancement réussi et quelques mois plus tard, on est en juillet 1965, Mariner 4 survole Mars et transmet les toutes premières images prises de près. Alors là, j'ai aussi inclus une image dans le dossier. C'est peut-être la meilleure image prise par Mariner 4. Donc Mariner 4, elle a pris 22 images. Donc c'est qu'on voit sur cette image, c'est une image carrée en noir et blanc. On voit pas grand-chose en fait. Déjà, c'est assez flou. On voit une surface avec des cratères de différentes tailles. Du coup, ça ressemble pas mal à la Lune, à première vue, comme ça. Bon. Et Damien, l'échelle, c'est quoi là? Sur ton image, c'est quoi l'échelle? C'est vrai que je ne l'ai pas mise. Ça doit faire quelques centaines de kilomètres de large. Donc le plus gros cratère au milieu, il doit bien faire sa petite centaine de kilomètres de diamètre. Et on voit quelques autres cratères plus petits. Et voilà, on voit juste des trous, on voit vraiment pas de détails, on voit pas s'il y a quelque chose autour, des détails sur leur surface. Donc on en était donc avec cette image de Mariner 4 et du coup il y a eu que 22 images qui ont été prises et il n'y a que 1% de la surface de Mars qui est photographiée pendant le survol. Donc pour le moment ça n'annonce rien d'exceptionnel, aucun signe de canaux comme on a pu en parler la semaine dernière. Donc il y a des cratères, on les voit en fait ces cratères aussi bien dans les zones sombres que les zones claires que voyaient les astronomes. Donc aucune confirmation de mer et de continent ou de zone de végétation pour le moment. Mariner 4 en profite aussi pour analyser l'atmosphère de Mars. On avait dit qu'on avait beaucoup de mal à savoir ce qu'il y avait dedans. Et du coup, quand la sonde passe de l'autre côté de Mars, les ondes radio envoyées par la sonde passent un moment par l'atmosphère, comme pour une occultation. Donc on en a parlé aussi la semaine dernière, quand une étoile passe derrière Mars. Bon là, c'est la sonde. Et du coup, on en profite pour déterminer la pression de Mars et on obtient 4 à 7 millibars. C'est moins que ce qu'on pensait, c'est moins de 1% de la pression à la surface de la Terre. Et puis, la composition, on se rend compte qu'on a surtout du CO2. Du coup, la présence de Martiens semble vraiment difficile maintenant, avec une atmosphère comme ça. Ou alors c'est des Martiens qui sont plus adaptés au CO2 que nous. Voilà, on peut toujours imaginer une vie différente. Donc, tant qu'on est dans la fenêtre de tir de 1964, les soviétiques tentent encore une fois avec Zond 2, Z-O-N-D, Zond, mais ils perdent le contact avec la sonde en cours de route, encore une fois, et du coup ça va les refroidir pour quelques années, ils vont pas faire d'essai avant quelques années. Ils n'ont pas de bol quand même, hein, les pauvres. Et non, et ça va continuer. Mais c'est pas rigolo, mais bon. Bref. Ouais. Donc, après Mariner 4, Mariner 6 et 7 sont déjà prévus. Donc, on va avoir l'occasion d'en voir un peu plus de Mars. Donc, on passe une fenêtre de tir sans lancement et on se retrouve maintenant en 1969. Donc, les deux sondes vont survoler Mars juste quelques jours après le petit pas de Neil Armstrong sur la Lune. Elles prennent plus d'images que Mariner, elles en prennent de loin, elles en prennent de près. On voit les calottes polaires, mais on ne voit pas de bandes sombres dues à l'humidité ou à la végétation à leur bord comme des astronomes disaient les voir depuis la Terre, comme Percival Lowell par exemple. Et à nouveau, on voit des surfaces pleines de cratères. Du coup, ça devient difficile de motiver la NASA pour continuer l'exploration de Mars. Mais bon, on a de la chance, Mariner 8 et 9 sont déjà programmés. Et cette fois-ci, fini les simples survols, on va tenter la mise en orbite. Donc nous voilà à la fenêtre de tir suivante, en 71. On a 4 projets cette année. Mariner 8 et 9 côté américain et Mars 2 et 3 côté soviétique. Les sondes russes doivent même atterrir sur Mars. Donc on va commencer par les échecs, pour y voir plus clair. Alors aussi un échec américain, Mariner 8 finit dans la mer près de Puerto Rico, après son départ de Cap Canaveral. Mars 2 et Mars 3 partent quelques jours plus tard. Alors ce sont des sondes énormes, hein, plus de 4 tonnes, alors que Mariner 8 en faisait juste une.
Chacune donc, de Mars 2 et Mars 3 a un orbiteur et un lander, donc un atterrisseur. Tout se passe bien au début. À l'approche de Mars, les landers sont libérés et ils tentent des atterrissages dans l'hémisphère sud de Mars. Alors, celui de Mars 2 est le premier objet artificiel à toucher Mars, mais il n'a jamais rien transmis. Et l'atterrissage de Mars 3, l'atterrisseur commence à transmettre une image, puis il s'éteint en cours de route. Et l'image ne montre aucun détail. Alors, il faut dire que Mars était en pleine tempête de poussière à ce moment-là. Et puis, on s'est rendu compte aussi depuis qu'ils ont essayé d'atterrir à un endroit assez difficile sur Mars, très en altitude. Donc, par contre, les orbiteurs, eux, fonctionnent. Mais il y a une tempête de poussière à ce moment-là qui recouvre entièrement la surface de Mars. Et du coup, ça aide pas du tout à voir la surface. Du coup, même quand ça réussit, il y a toujours un truc. C'est Mars cette fois qui s'y met. Voilà. Alors, la dernière sonde a décollé en 60 et... On est en quelle année déjà ? On est en 71. Donc, la dernière sonde a décollé en 71. C'est Mariner 9. Alors là, cette fois-ci, le décollage se passe bien et elle arrive bien à se mettre en orbite autour de Mars. Donc, c'est la première à se mettre en orbite autour de Mars. Et du coup, là aussi, elle voit les premières images qu'elle nous transmet. On voit de la poussière. Donc là, on voit dans la chatroom une des premières images prises par Mariner 9. Alors, l'image, elle est assez marrante. On est toujours en noir et blanc. Et du coup, on voit une surface toute uniforme, recouverte de nuages de poussière, donc c'est un gris assez uniforme. Et puis on voit juste 3 boutons sur le visage de Mars. En fait, ce sont 3 volcans qui sont assez hauts pour dépasser les nuages de poussière qui recouvrent toute la surface. Donc voilà, juste 3 petits volcans, enfin 3 gros volcans qui sortent des nuages, mais on voit pas du tout le reste. Alors bon, heureusement, la tempête finit quand même par se calmer. Du coup, l'intérêt de se mettre en orbite, c'est qu'on peut attendre quelques mois que la tempête se calme. Donc la poussière retombe et on va pouvoir enfin commencer à imager toute la surface de Mars. Alors cette fois-ci, on a le temps. On fait donc pas que passer à côté. La sonde va rester des mois et des mois en orbite, avec des passages relativement proches de la surface à 1600 km d'altitude. Et en fait, du coup, Mariner 9, elle tourne sans doute toujours autour de Mars aujourd'hui. Donc, depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui. Et elle envoie toujours des données ou non ? Non, on a perdu le contact. Alors, je ne sais plus au bout de combien de temps, mais je ne sais plus si c'est au bout de quelques mois ou de quelques années. Mais... Donc, elle a pris 7000 images en tout, environ 7000 images, et depuis, on a perdu le contact. Donc, c'est pas mal, 7000, c'est déjà... Voilà, par rapport aux quelques dizaines qu'on avait avant, là, on a le temps de prendre des choses intéressantes. Et de, par exemple, voir si on a des changements saisonniers de la surface, comme les astronomes le voyaient, liés à de l'humidité ou à de la végétation, par exemple. Alors, justement, après les surfaces toutes cratérisées qu'ont vu Mariner 4, 6 et 7, on va enfin découvrir des trucs intéressants. Alors, pas de la végétation, non. Mais Mariner 9 voit des grandes structures formées par des écoulements anciens. On dirait des anciens lits de rivière, mais certains sont immenses. Ils font plusieurs centaines de kilomètres de large, plusieurs milliers de kilomètres de long. Il faut imaginer une vallée aussi large que la France, par exemple. Donc une immense inondation qui traverse un territoire de plusieurs centaines de kilomètres de large. Alors rien à voir avec les canaux de Lowell, mais on dirait bien que de l'eau a coulé sur Mars. Donc ça y est, on l'a trouvé, de l'eau sur Mars. De l'eau a coulé sur Mars. Attends, mais c'est pas un raccourci un peu rapide quand même, ça ? Bon, on s'est quand même demandé si c'était bien de l'eau qui avait créé ces grandes vallées. Et jusqu'à très récemment, il y en a qui se sont toujours posé la question. Et il a fallu vraiment attendre d'avoir pas mal de détails du fond de ces vallées pour vérifier que effectivement, il y avait de très fortes chances que ce soit bien de l'eau liquide. J'en montrerai une image à la toute fin du dossier. Donc, fini Mariner 9, on est à la fenêtre de tir suivante en 73, et la fenêtre de tir est occupée par 4 sondes russes. Mais alors voilà, le système de freinage de Mars 4 tombe en panne, et du coup la sonde ne peut pas se mettre en orbite, donc elle prend juste quelques images, mais de basse qualité.
Mars 5 est bien mise en orbite avec succès. Elle renvoie des images de cratères et de vallées, mais elles ne sont pas comparables avec la qualité des images de Mariner 9, qui ont été prises du coup déjà 2 ans plus tôt. Mars 6 envoie un lander, donc un atterrisseur, qui réussit à entrer dans l'atmosphère de Mars. Il utilise ses rétrofusées, son parachute, mais le contact est perdu finalement. Et le lander de Mars 7, lui, se détache trop tôt et il manque Mars de 1300 km. Donc encore raté, la série noire continue toujours. Voilà. Légère, il l'a frôlé. Bon, vu la distance entre la Terre et Mars, 1300 km, et oui. C'est pas trop mal. Tout est relatif, oui. Voilà. Mais ça suffit pas pour se poser. Donc voilà, on a découvert des anciens lits de rivière et maintenant on veut aller les voir d'un peu plus près. Du coup, ce qu'on veut, c'est arriver à placer une sonde vraiment à la surface de Mars et qu'elle marche cette fois-ci. Donc on va une fenêtre de tir plus loin, on est en 1975 et la NASA construit 2 sondes identiques à nouveau, Viking 1 et Viking 2. Alors elles doivent chacune mettre en orbite un satellite et libérer un module qui devra aller se poser au sol dans 2 régions différentes de Mars, dont l'une sur une grande plaine au débouché de plusieurs grandes vallées, donc une des grandes plaines qu'on avait vues juste avant, avec Mariner 9. Et du coup, on se dit, il y a de l'eau qui a coulé à cet endroit-là, donc on devrait peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Alors quand les sondes Viking arrivent, déjà, elles ne libèrent pas tout de suite les landers, elles vont se mettre en orbite avec et prendre plein d'images pour vérifier la sécurité des sites d'atterrissage qui ont été prévus. Et heureusement qu'ils font ça, parce qu'en fait, un des sites d'atterrissage a énormément de rochers à la surface, des gros rochers, donc trop dangereux. On ne veut pas que le lander se renverse dès qu'il atterrit. Du coup, on regarde aussi en fait la surface de Mars avec le radiotélescope d'Arecibo. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu, ce radiotélescope, c'est une immense soucoupe qui est construite à Puerto Rico dans un bassin naturel. Et on le voit dans le film Contact au début, et il apparaît aussi dans un James Bond. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Il y a de la jungle autour, et donc dans un bassin, une grande antenne en forme de soucoupe. Une parabole. Parabole, merci. Voilà. Rien. Donc une grande parabole posée dans la jungle et qui regarde vers le ciel. Et du coup, le radiotélescope d'Arecibo, il montre aussi une rugosité trop importante au même endroit, là où on voulait atterrir. Du coup, ça va pas, on déplace le site et on a bien fait donc de vérifier avant d'atterrir. Alors après la séparation, les 2 sondes elles restent en orbite et elles continuent à faire des mesures et prendre des images. Elles font la cartographie complète de la surface, avec des images qui font jusqu'à quelques dizaines de mètres par pixel, donc on pourra voir des gros bâtiments avec des images comme ça. Et on assemble toutes ces images en grandes mosaïques. Donc à l'époque, en fait, on imprime chaque image envoyée et on superpose les images sur des tables, on fait du découpage et on essaie d'avoir des grandes régions complètes comme ça avec différentes images collées les unes à côté des autres. Alors aujourd'hui, on utilise des logiciels pour faire ça, ils font ça très bien. Et puis on peut communiquer les images par Internet, mais à l'époque, le plus simple, c'était encore de les imprimer et de les envoyer comme ça aux gens. Et en fait, et oui. Ouais. Et en fait, pendant longtemps, les images prises par Viking, par les orbiteurs Viking, sont vraiment la référence dans l'étude de la surface de Mars. Et de 1976 du coup, à 1997, plus de 20 ans, on n'avait pas mieux que ces images de Viking. Et elles sont encore un petit peu utilisées aujourd'hui. C'est assez anecdotique, mais non, mais c'est vrai que c'est incroyable quand même. En 2016, on utilise quand même encore ça. C'est quand même fascinant d'y arriver, je trouve. Voilà, 40 ans plus tard. Ouais. Et du coup, là, en étudiant toute la banque d'images envoyée par les sondes Viking, on voit plein de réseaux de vallées un peu partout à la surface. Alors, pas les grandes vallées dont j'ai parlé avant, mais plutôt des vallées qui auraient pu être formées par des rivières comme on a sur Terre. Donc, on pense vraiment qu'il y a un fluide qui a coulé. Et là aussi, on se pose plein de questions. Est-ce que c'était vraiment de l'eau ? Est-ce que c'est pas des coulées de lave qui auraient peut-être pu faire la même chose ? Est-ce que l'érosion par le vent aurait peut-être pu faire ça ?
Est-ce que l'activité tectonique peut faire des failles qui pourraient ressembler à des vallées comme ça? Alors, ou encore des fluides exotiques, comme on dit, donc du méthane liquide, par exemple, des choses comme ça. Des choses qui ne sont pas possibles à la surface de la Terre, mais bon, on pourrait imaginer sur d'autres planètes. Alors du coup, maintenant, on connaît la composition de l'atmosphère, on connaît la température, on connaît la pression, et comme fluide, l'eau est vraiment le plus probable. Donc pas de rivière de gaz carbonique liquide ou de méthane liquide comme sur Titan. Et vu la morphologie des vallées, il semble vraiment que des coulées de lave n'aient pas pu former ça, ni des failles tectoniques. Bon, finalement, on en est à peu près sûr, de l'eau a coulé sur Mars. Et pour le type de vallée qu'on voit, il faut vraiment qu'il y ait eu des précipitations, alors de la pluie ou de la neige, donc vraiment un cycle de l'eau sur Mars. Alors, non pas des belles rivières qui coulent aujourd'hui, on se rend compte en fait que les vallées ont sans doute plus de 3 milliards d'années, plus de 3,5 milliards d'années, 3 milliards et demi. Alors, effectivement, les astronomes qui regardaient depuis la Terre avaient raison sur un point, il y a des déserts sur Mars. C'est même un seul et grand désert, mais il n'y a pas de réseau d'irrigation pour aider une éventuelle civilisation martienne. On se dit qu'on ne va pas trouver une civilisation martienne, mais on va peut-être trouver quelques bactéries. Et justement, les atterrisseurs, donc emmenés par les sondes Viking, la NASA a installé des expériences qui doivent analyser le sol et voir s'il y a quelque chose de vivant dedans. Alors du coup, on a stérilisé les landers pour être sûr, on ne veut pas découvrir la vie sur Mars si on l'a amené avec nous, pour être sûr que c'est bien de la vie martienne. Et oui. Et oui, il faut en passer par là. Où, avant le décollage, les landers ont été montés dans des salles blanches déjà, fermées hermétiquement. Donc on fait attention qu'il n'y ait rien qui s'accroche au lander. Et ensuite, une fois tout monté, ils ont été mis dans un four à 110 degrés pendant 30 heures. Donc à la fin de la cuisson, on espère que rien n'a survécu. Enfin bon, si quand même, que le lander est toujours fonctionnel et tous ses instruments. Donc il faut que les landers résistent à ça, au vide, au froid sur Mars, aux secousses pendant le décollage, pendant l'atterrissage. Donc il faut vraiment que ça soit du solide. En plus, il y a quand même des organismes vivants qui résistent à 130 degrés. Mais je vois pas. Alors peut-être du coup, je sais pas, ils font. On a fait ce qu'on pouvait. Enfin, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'on a modélisé qu'il y avait sûrement, oui, des organismes qui avaient survécu à tout ça et qu'on a sûrement emmené des organismes qui sont peut-être toujours en état de survie, en état de dormance à la surface de Mars. Bah oui, même les virus, tout ça, il y en a qui résistent vachement bien. Hein. Ouais, on s'est même rendu compte qu'on a des tardigrades, par exemple, qui sont des êtres pluricellulaires, qui arrivent à survivre à un petit séjour dans l'espace sans problème. Ouais. Donc il y a de la vie sur Mars. On l'a emmené. Voilà. Ça, c'est à peu près sûr. Maintenant, c'est pas vraiment ça qu'on cherche. Bon, du coup, on arrive à la surface de Mars avec les landers. On regarde autour de nous. Bon, il n'y a pas de martiens. En tout cas, rien d'évident. Non, en fait, ce que les sondes voient au sol, c'est un champ de cailloux rougeâtre avec du sable, des pierres de toute taille. Le ciel, il est entre jaune et rose. Les roches semblent toutes d'origine volcanique, donc après quelques études, quelques analyses. Et pas de roches sédimentaires qui auraient pu se former dans l'eau, comme on l'espérait. Et pour Viking 1 et Viking 2, c'est pareil. Alors, il nous reste les analyses du sol. Les deux landers sont équipés d'une petite pelle au bout d'un bras. La pelle est assez puissante et le bras est assez puissant pour creuser une petite tranchée et pour déplacer des roches. Et à l'intérieur du lander, il y a toute une série d'instruments pour étudier la composition du sol. Alors, les premières expériences montrent que les roches correspondent bien à des roches volcaniques. Et il y a aussi 3 expériences différentes pour essayer de détecter la présence de vie dans le sol. Alors, il y en a 2 qui sont basées sur la fixation et la détection de carbone par des organismes vivants. Donc en gros, on leur donne quelque chose enrichi en carbone 14 qui est facilement détectable par les instruments qu'on a emmenés et on essaie de voir si on a
la vie qui utilise ce carbone 14. Et la dernière expérience, elle est basée sur l'émission de gaz lorsqu'un échantillon de sol est soumis à une atmosphère humide. On essaie de voir si en mettant de l'humidité, ça peut activer un peu la vie dans le sol. Alors, les expériences donnent des détections. C'est pas négatif, mais les résultats sont pas tout à fait concluants. Et en fait, les réactions qu'on observe peuvent être expliquées chimiquement, aussi bien que biologiquement. Et du coup, et puis il y a aussi la question d'une contamination terrestre avant le décollage, malgré la stérilisation. Bon, et puis, même dans le cas d'une absence vraiment de traces de vie à cet endroit sur Mars, on n'a peut-être pas choisi le meilleur endroit et le meilleur moment. Et il reste la possibilité d'une présence de vie passée, donc plus vivante à ce moment-là, et ou alors qui est encore présente mais cachée dans le sous-sol par exemple, en profondeur, et qui ne serait pas détectable comme ça à la surface. Ouais, alors après tout est possible, hein. On peut plein de choses qu'on peut même pas imaginer de toute façon. Voilà, c'est pas une absence de preuve. On n'a pas l'imagination. Et puis voilà, il peut y avoir des modes de vie qui ne correspondent pas à ce qu'on cherche et à ce qu'on connaît. Voilà, exactement, ouais. On n'a pas trouvé la vie sur Mars avec Viking, mais Viking a quand même été un grand succès. Les atterrissages ont super bien réussi. Les orbiteurs ont fourni une cartographie totale de la planète. On connaît à peu près la topographie de la surface aussi. On sait que de l'eau liquide a coulé à la surface de la planète, il y a longtemps certes, mais qu'on a eu un cycle de l'eau sans doute. Et aujourd'hui encore, après la Terre, c'est le seul objet dans l'univers où on a vu que de l'eau liquide a été à la surface. À la surface, je dis bien. Et puis bon, c'est à peu près sûr qu'il doit y avoir de l'eau liquide sur certaines exoplanètes, mais dans le système solaire, en tout cas, c'est le seul endroit où il y a pu avoir des rivières, des lacs, des mers. Donc, on a eu pas mal de que l'on connaisse. Que l'on connaisse. Après, oui. En tout cas, je parle de rivières, de lacs, de mers, d'eau liquide, H2O. D'accord. Voilà. Parce qu'avec Titan, on a eu aussi des belles surprises. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'eau liquide et ce qui concerne la surface, vraisemblablement, il n'y a que Mars qui a eu ça. Ou en tout cas, c'est la seule qui en montre les signes encore aujourd'hui. Ouais. Donc, on a eu pas mal de données avec Viking. Comme je disais, il va falloir que les planétologues se contentent de ça pendant très longtemps. Alors, on se retrouve fenêtre de tir suivante, rien. Et puis celle d'après non plus. En fait, il faut attendre 1988. Donc, c'est déjà 13 ans. Rien parce que... On n'en voit rien. Tu dis rien parce... Ah, on a envoyé, d'accord. Ok. Voilà, donc on n'en voit rien à la fin des années 70 et pendant la majeure partie des années 80. Il faut attendre 88, donc 13 ans après Viking. Là, l'Union soviétique envoie 2 sondes jumelles, Phobos 1 et Phobos 2, avec des instruments russes, des instruments européens, des instruments américains. Et les sondes doivent étudier Mars et son satellite Phobos, d'où leur nom de Phobos 1 et Phobos 2. Et elles emmènent même 2 petits landers qui doivent se poser sur Phobos, enfin s'harponner sur Phobos, parce que la gravité est trop faible pour se poser normalement, et si on rebondit à la surface, ne serait-ce qu'un petit peu, on risque de repartir dans l'espace. Et c'est ce que le petit Philae aurait dû faire aussi sur la comète Churyumov-Gerasimenko, fin 2014. Mais du coup, il a rebondi lui aussi. Donc, on commence avec Phobos 1. Le contact est perdu à nouveau, mais cette fois-ci à cause d'une erreur de commande reçue par la sonde. J'aimerais pas être à la place de celui qui a écrit les commandes. Il a dû se faire taper sur les doigts. Et Phobos... Mais tu veux dire que c'est quelqu'un qui a envoyé un signal erroné? Oui, je crois qu'on a envoyé un signal qui lui a dit de s'arrêter et en gros de ne plus écouter. Et du coup, elle n'a jamais écouté. Aïe, oui. Je ne sais plus exactement, mais il devait y avoir, oui, une fin de... Enfin, on devait... Je sais pas, une boucle qu'on n'a pas dû rajouter à un endroit, mais... Ah oui, donc voilà. Il y a erreur humaine, donc. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui. Au goulag, oui, effectivement. Voilà. Et puis, donc, Phobos 2, quand même, a plus de chance. Elle approche de Mars, elle prend quelques photos et des données de bonne qualité de Phobos et de Mars.
Mais là aussi, on perd le contact avant la phase principale de la mission. Donc encore raté. Donc on passe maintenant en 1990. Même chose, rien en 1990. Donc il y a quand même quelques fenêtres de tir qui n'ont pas été utilisées. Et on se retrouve en 92. Alors en 92. Si tu nous écoutes, Alan. Là, donc, ce sont les Américains qui lancent Mars Observer. Donc la sonde approche aussi de Mars, elle prend quelques images et on perd le contact après la phase de freinage. Donc encore un échec. Alors rien non plus en 94 et on se retrouve avec les Russes en 1996 avec la sonde Mars 96. Alors ça doit être la plus grosse mission jamais lancée vers Mars, elle fait plus de 6 tonnes. Il y a un orbiteur, 2 landers et ils n'ont pas été bien loin. Le dernier étage de la fusée Proton qui doit l'envoyer, qui l'envoie, n'arrive pas à mettre la sonde en route vers Mars. Et du coup, Mars 96 finit par réentrer dans l'atmosphère terrestre et brûler et finir dans un océan, donc encore raté. Donc, on va faire une petite pause dans les échecs. On est toujours en 1996 et les Américains lancent 2 missions, Mars Global Surveyor et Pathfinder. Alors, on commence avec Pathfinder. La mission doit poser une plateforme sur Mars qui abrite un petit rover. Le rover s'appelle Sojourner. C'est le premier rover sur Mars, donc le premier objet qui va rouler sur Mars. Enfin, la première roue sur Mars. Il y a des cailloux qui roulent sur Mars. Donc, après les landers Viking, Pathfinder par rapport aux landers Viking, Pathfinder n'a pas beaucoup d'instruments. C'est quand même surtout une mission de développement technique, donc pour montrer qu'on arrive à faire rouler et à diriger quelque chose sur Mars. Et donc Pathfinder atterrit le 4 juillet 1997, le jour de la fête nationale américaine, donc c'est bien joué. Et le lendemain, le petit rover sort de sa plateforme et il commence à explorer les quelques mètres autour de la plateforme. Il ne va pas faire beaucoup de distance, juste peut-être quelques dizaines de mètres. Alors le rover, il fait une 50aine de centimètres de long. Il a 6 roues, il a un panneau solaire sur le dos pour le recharger, et il transmet ses données à la plateforme qui est juste à côté, et la plateforme les envoie ensuite vers la Terre. Alors, la NASA décide de le faire atterrir à l'embouchure d'une immense vallée qui s'appelle Ares Vallis. Donc là encore, on cherche l'eau. À l'époque, le slogan c'est « Follow the water », donc suivons l'eau. Eh bien oui, il y a de l'eau qui a coulé à cet endroit, une énorme inondation qui a tout chamboulé sur son passage et qui a ramené plein de rochers sur la plaine. Du coup, le paysage autour de Pathfinder, c'est une grande plaine désertique jonchée de pierres et les analyses montrent que toutes les pierres sont des roches volcaniques. Donc là encore, il y a eu de l'eau, mais elle n'a pas eu beaucoup d'influence chimique ici. Donc elle n'a pas transformé la roche. Donc le rover et la plateforme résistent pendant 3 mois et ils finissent par s'éteindre. Jusqu'à ce que dans le film Seul sur Mars, on aille la chercher. Mais ça, c'est une autre histoire. Et est-ce que tiens, je t'interromps encore. Qu'est-ce que c'est que l'on a trouvé des roches volcaniques au point de vue application, ça veut dire quoi sur la formation de la etc. Là, ça veut dire que c'est des roches qui sont formées à partir de magma et qu'on n'a pas de roches sédimentaires, donc de roches qui ont été altérées par l'eau ou qui ont été déposées au fond d'un lac ou à l'embouchure d'une rivière, par exemple. Donc en fait, si on dit que sur une planète, il n'y a que de la roche volcanique, on peut extrapoler en disant que très probablement, il n'y a pas eu d'eau. Donc. Voilà, ou pas assez longtemps en tout cas pour qu'il y ait une interaction, donc une altération de la composition ou de la la structure. Composition de la roche, oui, par l'eau liquide. D'accord, ok. Mais on va voir qu'on a trouvé des choses un peu plus tard, mais là, il faut attendre les années 2000. Le suspense continue. Et voilà. Et là, on est toujours la même année, toujours en 96, et la NASA envoie aussi un satellite, Mars Global Surveyor, MGS, et tout se passe bien là aussi, miraculeusement.
MGS entre en orbite autour de Mars. Elle doit rester active pendant 2 ans et elle va l'être pendant 10 ans. Et on a enfin des nouvelles images de la surface depuis Viking à la fin des années 70. Donc ça fait 20 ans, ça y est. Il y a une caméra qui permet de voir des objets de moins de 10 mètres de large. Donc à cette résolution-là, on n'a pas couvert toute la planète, juste quelques pourcents de la surface. Mais donc c'est déjà génial à ce moment-là d'avoir des images avec une telle résolution. On peut voir des petits rochers, on peut voir vraiment des détails de plus en plus petits. Et surtout, on peut mieux voir les anciennes vallées qu'on avait découvertes avant, regarder le fond de la vallée. Et surtout, on découvre avec cette caméra justement plein de roches stratifiées, donc des sédiments. Donc sans doute dans d'anciens lacs. Donc ça y est, on en est sûr, il y a eu de l'eau pendant assez longtemps sur Mars pour avoir des lacs. On a eu des rivières, donc l'eau a coulé et elle a été jusque dans des lacs. Donc on essaiera d'aller voir ça de plus près avec les sondes suivantes. Donc super, on a eu 2 réussites. C'est fini, on repart dans les échecs. Voilà. Donc le Japon envoie sa première mission vers Mars en 1998. La sonde s'appelle Nozomi. Ça veut dire espoir en japonais. C'est un orbiteur. Eh bien, l'espoir n'a pas suffi. Alors Nozomi, c'est assez spécial. Elle est envoyée en dehors d'une fenêtre de tir vers Mars. Et du coup, elle emprunte une route un peu différente des autres sondes. Elle doit mettre plusieurs années pour atteindre Mars. Et au cours de son périple, Nozomi montre des problèmes électriques. Et les Japonais décident finalement d'abandonner la mission et de la dévier de son orbite vers Mars pour éviter qu'elle s'écrase sur Mars et qu'elle ne pollue Mars avec des microbes qu'elle pourrait abriter. Vu que justement elle n'est pas censée se poser sur Mars, elle n'a pas été stérilisée avant le départ et on sait aujourd'hui que des bactéries et même quelques êtres pluricellulaires, du coup, comme les tardigrades qu'on peut voir en images dans la chatroom, ils peuvent survivre à un séjour long dans l'espace et du coup on ne veut pas polluer Mars. Du coup, au revoir Nozomi. Et elle fait sans doute toujours le tour du Soleil aujourd'hui, mais on ne peut plus communiquer avec. Donc quelques mois après Nozomi, ouais. Non, mais du coup, j'extrapole en me demandant, est-ce qu'on sait vraiment si on a contaminé Mars déjà ? Ben oui, parce que on a envoyé des sondes à la surface. Déjà les Russes. À la fin des années 60 et les années 70, ils ont envoyé pas mal d'atterrisseurs qui n'ont pas réussi, mais on a fait quand même atterrir pas mal de choses sur Mars. Et on se dit que malgré toutes les précautions qu'on prend, il y a forcément quelque chose qui arrive à survivre. Alors après, ce qu'on espère, c'est que il n'y aura aucune occasion pour ces petits microbes de se développer sur Mars. Ils vont peut-être juste être vivants, enfin survivre, attendre quelque chose de mieux, des meilleures conditions, mais pas se développer à la surface de Mars. Voilà, on était avec Nozomi, qu'on a préféré envoyer au fin fond de l'espace, plutôt que de la voir se cracher sur Mars. Donc on est dans la même fenêtre de tir que Mars Climate Orbiter avec laquelle on a perdu contact. Et la NASA lance aussi Mars Polar Lander, qui est du coup la dernière mission du XXe siècle, envoyée en 99. Et c'est un lander, donc Mars Polar Lander, comme son nom l'indique, un atterrisseur qui doit atterrir près du pôle Nord et qui doit récolter des échantillons pour les analyser sur place. Mais là aussi, le contact est perdu après l'entrée dans l'atmosphère, donc encore raté. Non, je suis désolé. En fait, du coup, il me semblait bien de ne pas avoir parlé de Mars Climate Orbiter. Donc, on revient un petit peu en arrière. Juste avant Mars Polar Lander, la NASA envoie aussi Mars Climate Orbiter. C'est un satellite qui doit étudier l'atmosphère martienne. Et alors là, c'est pas juste qu'on perd le contact avec la sonde. C'est assez marrant et un peu navrant. Pour la mise en orbite, la sonde doit recevoir ses données orbitales dans les unités impériales, donc du système anglo-saxon, sauf qu'elles lui sont transmises dans le système métrique. Donc là aussi, erreur humaine, et voilà, la sonde entre dans l'atmosphère de Mars, alors que c'est un orbiteur, elle n'est pas censée le faire, et elle a sûrement fini bien brûlée.
et il y a dû avoir quelques morceaux qui ont atterri aussi à la surface de Mars, et c'est ce qu'on voulait éviter justement avec Nozomi avant. Donc cette fois-ci, on a bien eu encore un crash non prémédité sur Mars. Du coup, même chose, on perd le contact la même année avec Mars Polar Lander, donc en 99, pas de chance. Allez, on retrouve quelques succès maintenant, ouf. L'orbiteur Mars Odyssey est lancé en avril 2001 et il arrive autour de Mars en octobre 2001. Et c'est la doyenne des missions martiennes. Elle marche toujours, ça fait 15 ans que ça dure. Et aujourd'hui, elle sert surtout de relais pour communiquer avec le rover Curiosity. Mais elle a aussi plusieurs instruments, dont un spectromètre à neutrons. Alors c'est un spectromètre qui détecte des neutrons qui sont envoyés par la surface de Mars. Et ça a permis, depuis l'orbite, du coup, de déterminer la concentration en hydrogène des premiers mètres de la surface. Et on pense que cet hydrogène est surtout présent dans de l'eau, H2O. Et il y a un spectromètre à neutrons qui a montré qu'on avait de l'eau dans le sol, autour des calottes polaires, et qu'on a donc ce qu'on appelle un pergélisol sur Mars. C'est un sol qui est glacé toute l'année. On retrouve ça en Sibérie ou au Canada. Alors bon, sur Mars, c'est quand même plus sec que Canada ou Sibérie, mais il y a quand même un petit peu d'eau dans les premiers mètres du sol martien, donc près des pôles. Et voilà une sonde que j'adore. On est en 2003. C'est la sonde Mars Express, et je bosse avec les données de cette sonde depuis des années. Donc c'est l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui lance Mars Express en 2003, depuis Baïkonour, sur une fusée Soyouz. Donc là, on travaille quand même avec les Russes. Alors Mars Express, c'est un peu la réincarnation des instruments européens qui sont partis sur la mission russe Mars 96, une mission qui a fini dans le Pacifique. Donc on est 7 ans après Mars 96, on reprend les mêmes instruments, on les met un peu à jour quand même, on fait un satellite assez rapidement, et voilà, c'est parti vers Mars, et ça marche presque parfaitement. Mars Express se met en orbite, elle emmenait aussi un petit atterrisseur qui s'appelle Beagle 2, et après l'atterrissage, Beagle 2 doit déployer des panneaux solaires tout autour de lui, et ensuite des instruments pour analyser le sol, mais on n'a jamais reçu de signal de la sonde après l'atterrissage. Donc aucune nouvelle de Beagle 2 jusqu'en 2015. Alors non, on n'a pas réussi à communiquer avec lui 13 ans plus tard, mais on voit maintenant dans la chatroom une image à très haute résolution qui a été prise par une caméra dont je vais parler un peu plus loin. Et ce qu'on voit, c'est un point un peu étalé, très lumineux par rapport à ce qu'on a autour. Ça fait des années qu'on cherchait où s'était crashé Beagle 2. Et là, ça y est, on l'a trouvé. En 2015, donc, on voit quelques pixels très clairs sur l'image, et il semblerait que, vu les pixels qu'on voit, que la sonde a commencé à déployer les panneaux solaires autour d'elle, mais pas entièrement. Et du coup, elle n'a pas pu déployer son antenne, et elle n'a jamais pu communiquer avec nous. Donc Beagle 2 est un échec, mais la sonde en orbite, Mars Express, est un grand succès. Et du coup, elle fonctionne toujours aujourd'hui. Et la plupart des instruments sont toujours en parfait état de fonctionnement. Donc, il y a quand même quelques-uns qui ont cessé de fonctionner. Mais ils ont fait des super découvertes. Et pour notre question de l'eau sur Mars, par exemple, on a un radar qui a déterminé l'épaisseur et la composition des calottes polaires. C'est plusieurs kilomètres de glace d'eau pure à 95%. Pas mal. Et puis Mars Express, ça a aussi un spectro-imageur. Alors c'est quoi un spectro-imageur ? C'est une caméra qui prend des images, donc, mais pour chaque pixel des images, on enregistre le spectre de la lumière réfléchie par la surface de Mars. C'est pour ça qu'on se parle de spectro-imageur. Donc avec ces spectres, on peut cartographier la présence de minéraux, de glace d'eau, de glace de CO2. Du coup, on peut super bien suivre les changements, par exemple sur les calottes polaires, et puis chercher des minéraux formés avec de l'eau liquide aussi. Et oui, jusque-là, on a vu des anciennes rivières, des anciens lacs, mais si l'eau liquide est restée vraiment longtemps, comme on disait, on devrait trouver des traces de réaction entre les roches et l'eau. Et ça y est, on les trouve. On voit des argiles, on voit des sulfates, des oxydes. Ça y est, on peut vraiment commencer à quantifier à peu près combien de temps l'eau liquide a été présente sur Mars. Et ça veut dire qu'elle était présente des centaines de milliers d'années, des millions d'années.
Et pour les calottes polaires aussi, on arrive à suivre chaque saison. Chaque pôle a une calotte polaire permanente, qui est surtout faite de glace d'eau. Et à chaque hiver, de chaque côté, une couche de glace de CO2, donc de neige carbonique, vient recouvrir une grande zone sur le pôle et tout autour. Et en fait, c'est ça que les astronomes voient depuis des siècles, depuis la Terre. C'est ces grandes calottes de glace de CO2, mais qui font juste quelques mètres d'épaisseur au maximum. Alors, il y a aussi un autre truc génial qui est lancé en 2003. La NASA envoie 2 rovers qui sont nettement plus gros que Sojourner. Ils s'appellent Spirit et Opportunity. Et pour la phase finale de l'atterrissage, on les entoure d'airbags pour amortir l'impact. Et les rovers vont rebondir plus de 25 fois avant de s'arrêter. Donc, il faut construire quelque chose de bien solide pour subir 25 chocs avant d'être au repos et de pouvoir se déployer. Alors, Spirit et Opportunity sont identiques. Ils ont 6 roues. Ils font 1,50 m de long. Ils pèsent 175 kg. Ils peuvent grimper sur des cailloux de 30 cm de haut, rouler sur des pentes de 30 degrés, donc des vrais 4x4 sur Mars, quoi. Enfin, des 6.6, ils ont si haut. Bon, en vitesse, par contre, hein, c'est pas vraiment des 4x4, c'est pas les mêmes performances. On fait du 20 mètres à l'heure, en gros. Donc, ah oui 20 mètres à l'heure, ouais. Du 20 mètres à l'heure? Oui. D'accord. On peut faire une course avec un escargot, je pense. Alors, côté eau liquide, on envoie Opportunity sur une plaine où on a détecté des oxydes donc, qui pourraient être formés avec de l'eau liquide, justement. On n'en est pas sûr, mais on va vérifier. Et Spirit, il va se poser dans un cratère où on pense qu'il y a eu un lac. Bon, alors c'est un peu raté pour Spirit. On découvre à nouveau des roches volcaniques. Et heureusement, quand même, au bout de 2 ans, il atteint des collines qui sont pas loin de là, et il finit par y découvrir un ancien site hydrothermal. Alors les Martiens auraient peut-être pu y construire des thermes, je sais pas. Bon, heureusement, le rover a marché plus longtemps que prévu, hein, 2 ans, plus de 2 ans. La mission d'origine était de 3 mois seulement, donc ouf, ça marche bien. Et la fin de Spirit était un peu triste par contre. Alors le rover traînait déjà un peu la patte avec une roue qui ne marchait plus, et il finit par s'embourber dans un petit cratère qui est rempli de sable, et du coup il n'arrive plus à se déplacer. Et voilà, l'hiver est rude là où il est, et le rover doit aller positionner ses panneaux solaires vers l'équateur pour maintenir ses batteries au chaud. Et comme il ne peut plus bouger, impossible de chercher la meilleure position pour positionner ses panneaux solaires. Et du coup, pendant l'hiver, on finit par perdre le contact. Et au retour du printemps, impossible de rétablir la communication avec lui. Donc, il est mais c'est toujours vachement bloqué. triste. Hein. Mais oui, donc c'est vachement... Oh. Il a pourtant fait un bon boulot, hein, mais bon. Alors, du côté de son jumeau, Opportunity, alors là, par contre, on fait dans la longueur. Le rover roule toujours aujourd'hui. Il a fait plus de 43 km, finalement, en 13 ans. Et il a découvert une zone où on pense qu'une nappe d'eau souterraine, une nappe phréatique, est montée jusqu'à la surface et est redescendue, peut-être plusieurs fois de suite. Et on retrouve des sulfates, on retrouve des concrétions d'hématite. Alors l'hématite, en tout cas là, c'est un oxyde qui a dû se former à cause de l'eau liquide, justement, qui a circulé dans les roches. Et c'est assez marrant pour les concrétions d'hématite qu'on trouve là-bas. En fait, donc, elles se forment à l'intérieur de la roche, quand l'eau y circule, et elles forment des petites billes qui font quelques millimètres jusqu'à 1 centimètre de diamètre. Et avec le temps, la roche autour d'elle, c'est du grès, la roche s'érode, mais les billes, elles sont plus résistantes à l'érosion. Et du coup, les billes, elles restent sur place, alors que la roche qui était autour de ces billes disparaît. Et du coup, aujourd'hui, on a des tapis de petites billes grises qui recouvrent toute la région. Ah, mais ça doit être super joli, ça. Elles sont grosses comment, ces billes, hein? Elles ont quelle taille? Quelques millimètres. Les plus grosses doivent faire 1 centimètre ou un peu plus de diamètre. Ah ouais. Donc, ça fait comme un gros sable, mais avec des petites billes toutes rondes. D'accord. Et elles sont... sur certaines images, quand on monte un peu le contraste, elles apparaissent un peu bleues. Donc les Américains parlent de myrtilles, de blueberries. Donc on a roulé sur des blueberries sur Mars. Voilà, sur des myrtilles. Elles sont petites ces myrtilles, mais bon. Oui, elles sont un peu petites. Et tu as parlé de quoi? Tu as parlé de sulfite? De sulfate. De sulfate?
Donc des roches qui se forment aussi dans l'eau, mais dans une eau très riche en soufre, justement. Ben là, on pense qu'on avait une atmosphère, qu'il y avait beaucoup de volcanisme à cette époque, ou à une époque qui a enrichi l'atmosphère en soufre. Et du coup, ce soufre s'est retrouvé dans des lacs, des mares. Et quand ça s'est asséché, ensuite, ça a précipité et ça a formé des sulfates qu'on retrouve dans les roches. Interaction de l'eau avec l'atmosphère, avec les roches. Et voilà, on se retrouve la fenêtre de tir suivante en 2005. Et là, la NASA envoie Mars Reconnaissance Orbiter, MRO. MRO fonctionne toujours. Et elle a une super caméra. On peut voir des objets de moins d'1 mètre de large à la surface de Mars. Et cette caméra là qui était utilisée pour l'image où là on a retrouvé Beagle 2. Du coup, on peut voir à quoi ressemblent les roches formées dans de l'eau liquide. On peut voir à quoi ressemblent les argiles, les sédiments. Et puis, c'est aussi super pour aider les rovers à la surface parce qu'on sait à l'avance où on s'aventure. C'est pas juste les images renvoyées par les rovers qui nous montrent ce qu'il y a autour. On le voit directement avec cette caméra en orbite. Et la super résolution des instruments de MRO a peut-être aidé aussi à repérer des écoulements à la surface qui ont lieu aujourd'hui. Alors peut-être de l'eau qui coule aujourd'hui sur Mars. Donc vraiment aujourd'hui. Alors il y a eu, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a eu une conférence de presse de la NASA. Ça y est, on a vu de l'eau qui coule. Bon. Ah oui, c'était il y a moins de 2 ans même. C'est vachement récent. Ah ouais, je pense, non? Il me semble que l'année dernière, ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'année dernière, oui. Alors, ouais, peut-être de l'eau, mais c'est pas gros. Hein. En fait, ce qu'on a repéré, c'est des zones où du sable coule et s'assombrit à certaines saisons. Et ça fait juste quelques mètres de large, quelques centaines de mètres de long. Et on soupçonne qu'il faut de l'eau. Alors, en fait, de l'eau saturée en sel, parce qu'elle ne pourrait pas être liquide autrement. Sur Mars, on ne peut pas avoir d'eau liquide aujourd'hui. Mais peut-être qu'avec, si on sature de la glace en sel et qu'on augmente la température, on peut avoir un petit peu d'eau liquide. Donc, de l'eau, une saumure. Et donc, cette eau mouille le sable et facilite la coulée du sable. En fait, c'est le sable qui coule et on pense que les grains de sable sont entourés d'une couche d'eau. Donc on est loin des rivières, mais c'est peut-être le seul signe d'eau liquide qu'on a à la surface de Mars aujourd'hui. Et puis les caméras ont permis donc plein d'autres choses, l'étude des sédiments, des vallées, des calottes polaires, donc à très haute résolution. Alors maintenant on se retrouve en 2007, la NASA envoie encore quelque chose. Donc là, ces années-là, c'est vraiment la NASA qui occupe toute la scène. La NASA envoie Phoenix, c'est un atterrisseur qui va atterrir près du pôle Nord. Et la NASA l'a appelé Phoenix parce qu'il est né des cendres des missions Mars Polar Lander, la mission qui a échoué, j'en ai parlé il y a quelques minutes, et Mars Surveyor, c'est une mission qui a été annulée, j'en ai pas parlé. Donc Phoenix, et juste après son atterrissage, la sonde va gratter le sol avec une petite pelle et découvre de la matière blanche très claire, de la glace d'eau. Donc effectivement, il y en a juste quelques centimètres sous la poussière près du pôle Nord. Et puis en analysant le sol, Phoenix découvre aussi du perchlorate. Alors le perchlorate, c'est un très bon désinfectant. Donc c'est un coup dur pour la vie à la surface de Mars. Mais bon, on trouve des espèces qui se servent même du perchlorate comme source d'énergie, donc tout n'est pas perdu. Alors à la fin de sa vie, Phoenix voit aussi du givre le matin déposé sur les roches et le sol autour d'elle. Alors on avait déjà vu du givre autour des landers de Viking. Et puis Phoenix voit aussi des nuages de glace, sans doute de glace d'eau. Et un instrument a même détecté de la neige qui tombe du ciel, qui semble tomber dans ces nuages. C'est-à-dire des photos de quand tu dis détecter. Détecter, c'est un lidar, donc c'est un laser. Je ne sais plus exactement comment ils ont procédé, mais ils arrivent à voir ce qui bouge dans l'atmosphère. Et ils ont détecté des particules assez grosses, et on pense que ça peut être des flocons de neige dans l'atmosphère. Ouais, c'est cool ça. Et ouais. Et du coup, peut-être qu'à la place des bonhommes de neige, on peut faire des martiens de neige. Faudra essayer.
On va passer notre Noël sur Mars. Voilà. Donc là, dans la chatroom, on voit quelques images de la sonde Phoenix. Et puis maintenant, on voit une série d'images. Alors, c'est un GIF animé où on voit des nuages qui se déplacent au-dessus de Phoenix, au-dessus du sol. Alors, j'adore cette image. On dirait vraiment qu'un orage se prépare. Donc, on voit vraiment les nuages qui bougent image après image. Ah ouais, non, mais ça, ouais, c'est ça, c'est carrément des nuages, ouais. Waouh. Donc, on pourrait vraiment se croire sur Terre, là. Ouais. Du coup, une fois que l'hiver arrive, la sonde ne marche plus, il fait trop froid. Et on pense qu'elle a été recouverte de quelques mètres de glace carbonique. Et les batteries de la sonde n'ont pas résisté au froid. Et ces panneaux solaires non plus. On a refait des images après et on a découvert qu'il y avait des panneaux solaires qui étaient cassés. Et au printemps suivant, on a essayé de reprendre contact quand même, mais avec peu d'espoir, et on n'a reçu aucun signal de la sonde. Alors, on laisse passer une fenêtre de tir sans lancement, quand même, et on se retrouve en 2011 avec le lancement de Curiosity. Et vous en avez sûrement entendu parler pas mal de fois ces dernières années. Donc c'est un rover, et il arrive à la surface de Mars en août 2012, avec un atterrissage très impressionnant. Donc il faut déposer un véhicule de 800 kg en douceur à la surface. C'est pas rien, c'est quand même 5 fois plus lourd que les rovers Spirit et Opportunity. Alors Curiosity est envoyé au fond d'un cratère où il y a dû avoir un lac dans le passé. Bon, c'est comme Spirit, vous allez me dire, si vous avez suivi. Et du coup, on va juste trouver des coulées de lave peut-être. Bon, non. Là quand même, on a beaucoup plus de données que pour Spirit. Entre-temps, on a eu Mars Express et MRO avec leurs super caméras et leurs super spectro-imageurs. Et du coup, on sait qu'il y a eu des rivières qui ont coulé sur les bords du cratère et qu'il y a des argiles et des sulfates au fond. Alors, c'est justement les argiles et les sulfates qui sont la cible principale de Curiosity. Sauf que c'est trop dangereux de se poser directement dessus parce que la surface est trop accidentée à cet endroit. Et il faut aller atterrir à côté, à plusieurs kilomètres. Donc, atterrissage sans problème, on fait quelques dizaines de mètres et on voit des conglomérats de petits galets. C'est bien le lit d'une ancienne rivière. Donc, c'est waouh, c'est cool ça. Bien. Et puis, quelques dizaines de mètres plus loin, on a repéré sur les images satellites une zone avec des roches différentes, plus claires. Donc, on va voir. On les analyse et on tombe sur des roches qui contiennent des argiles et des sulfates qu'on n'avait pas détectés depuis les satellites. Pas à cet endroit-là en tout cas. Donc c'est bon, l'eau est là, enfin était là. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à détecter des anciennes formes de vie. Et pour ça, Curiosity a embarqué un petit laboratoire sur son dos. C'est un peu comme une grosse tortue. Curiosity ne se déplace pas vite, mais il a un laboratoire sur son dos, c'est pour ça qu'il est si lourd. Alors il peut faire une première analyse des roches à plusieurs mètres de distance en tirant dessus avec un laser. Il peut récolter des échantillons avec son bras et les analyser avec différents instruments à l'intérieur. Tout ça pour essayer de trouver de la matière organique. Bon, jusqu'ici, en fait, on pense en avoir trouvé de la matière organique, mais on s'arrache encore les cheveux pour savoir quelle molécule c'est exactement, si ça n'a pas été apporté par des micrométéorites qui tombent en permanence sur Mars, comme il y en a qui tombent sur Terre, et qui abritent des molécules organiques. Ou si elles n'ont pas été formées sur place, ces molécules, peut-être, c'est ce qu'on espère. Et si elles ont été formées sur place, peut-être qu'elles ont juste été formées par de la chimie et pas forcément par de la biochimie. Donc encore plein de choses à découvrir. Et on en saura sûrement plus avec les analyses des strates plus profondes où Curiosity est en train d'arriver en ce moment. Alors en attendant, Curiosity a vérifié que toutes les conditions aient été réunies pour un milieu favorable à la vie. Donc la bonne eau, un pH convenable, donc tous les éléments qu'il faut, et puis un truc super intriguant aussi que Curiosity a détecté dans l'air autour de lui. Il a détecté des bouffées de méthane à certains moments. Et ça, c'est super étonnant. On a du mal à comprendre pourquoi on a du méthane de temps en temps, et puis quelques semaines après, on n'en a plus. C'est comme si quelqu'un avait pété à côté de Curiosity. Bon, le rover a lui aussi quelques petits problèmes, des problèmes d'ordinateur de bord au début de la mission. Malheureusement, il y a 2 ordinateurs à bord et on peut basculer sur l'autre pendant qu'on recopie les données sur le premier. Donc les premiers bugs sur Mars. Et puis des problèmes de roues aussi.
Les roues sont percées à cause des pierres trop pointues sur lesquelles il a roulé. C'est des roues métalliques. C'est pas des pneus, on ne va pas crever, mais on n'a pas de garage avant 100 millions de kilomètres. Alors on a intérêt à continuer à rouler avec et avoir des roues bien solides. Alors Curiosity a fait 14 km et demi en 4 ans environ, un peu plus de 4 ans. Donc on n'est pas encore à Opportunity qui a dépassé les 43 km en 13 ans. Mais Curiosity, même s'il peut rouler plus vite qu'Opportunity, jusqu'à plus de 100 mètres en une journée, il passe beaucoup plus de temps à analyser les roches, donc avec tout ce laboratoire qu'il a sur son dos. Donc ça roule toujours pour Curiosity. Et pendant ce temps, il y a d'autres missions. On repart avec les échecs russes. Phobos Grunt est parti en novembre 2011. Phobos Grunt, ça veut dire le sol de Phobos. Donc il est parti quelques jours avant Curiosity. Et c'est une sonde russe. Et qu'est-ce qui arrive aux sondes russes, hein ? Elle casse. Voilà. Ou alors, elle n'arrive même pas à partir. Elle n'arrive même pas à partir. Eh bien, Phobos Grunt a bien décollé, s'est mise en orbite autour de la Terre, et au moment d'allumer son dernier étage pour se mettre en route vers Mars, eh bien, rien, plus rien. Et du coup, elle est retombée sur Terre quelques semaines plus tard. Donc, Phobos Grunt devait atterrir sur Phobos, la lune de Mars, et en ramener des échantillons. Ça aurait été super intéressant, et elle avait des instruments français, notamment, à son bord. Alors, on se retrouve début 2014. Il y a 2 sondes qui partent pour étudier la haute atmosphère de Mars et comprendre pourquoi l'atmosphère de Mars est si ténue. La NASA envoie Maven, M-A-V-E-N, Maven, et un nouveau pays se joint au cercle très fermé des nations qui sont allées vers Mars. Pour le moment, en fait, uniquement les États-Unis, la Russie soviétique et l'Europe. C'est l'Inde, cette fois-ci, qui envoie la Mars Orbiter Mission, MOM. Et les 2 sondes sont toujours en orbite, sont maintenant en orbite autour de Mars et ont l'air de très bien marcher. Mais bon, elles ne regardent pas trop les affaires d'eau liquide à la surface. Donc on se retrouve maintenant cette année, en 2016, et en mars, l'ESA a fait envoyer par la Russie, oui, j'ai bien dit par la Russie, ils n'ont pas peur à l'ESA, l'ESA donc a envoyé un satellite vers Mars. C'est le premier volet du programme ExoMars. Le satellite s'appelle TGO, Trace Gas Orbiter, donc qui doit analyser l'atmosphère lui aussi, pour comprendre où et pourquoi on a du méthane par exemple. Et TGO doit aussi servir de relais de communication au 2e volet de la mission ExoMars, qui sera un rover, le premier rover européen, qui doit décoller en 2020. Toujours avec les Russes. Donc on croise les doigts. Ouais. Le lancement de TGO s'est bien passé. Pas de problème en fait. TGO est en route vers Mars. Tous les instruments ont l'air de bien marcher. Et donc le 19 octobre, c'est demain, TGO se met en orbite autour de Mars. Il ne va pas faire que ça. En même temps, l'Europe tente un nouvel atterrissage, un petit atterrisseur. Donc après Beagle 2 qui a raté, on espère cette fois-ci arriver à le faire atterrir. Donc le petit atterrisseur, il porte le nom de Schiaparelli. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de Giovanni Schiaparelli avec l'histoire des canaux. Alors Schiaparelli, l'atterrisseur, lui, il ne va pas vivre très longtemps, il va juste vivre quelques jours. En fait, il va fonctionner uniquement sur batterie. Et il va prendre quelques mesures de l'atmosphère surtout, et puis il y aura une caméra qui prendra des images pendant la descente. Et les images de cette caméra, on les aura sans doute pas demain, mais on les aura que jeudi, donc le 20 octobre. Donc là, dans la chatroom, on voit... On voit un autoportrait, un selfie. De Curiosity qu'il a pris avec son bras. Il a un bras de 2 mètres de long. Et il a pris, en fait, c'est une mosaïque de plusieurs images. C'est pour ça qu'on arrive à gommer le bras, même en prenant plusieurs images avec des angles un petit peu différents. Je me demandais effectivement. Donc non, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un journaliste qui attendait Curiosity et qui a pris une photo de Curiosity à l'arrivée. Et on n'a pas encore eu 2 rovers au même endroit qui ont pu se prendre en photo l'un l'autre. Et ça a failli être le cas parce que le programme ExoMars, à un moment, ça devait être 2 rovers différents, un rover américain et un rover européen qui devaient être posés au même endroit.
Et juste en partant, ils auraient pu se prendre en photo l'un l'autre. Ça aurait pu être sympa, mais bon. Et on dirait qu'il est posé, c'est de la roche ou c'est de l'argile ou on dirait une argile rouge? Ouais, alors c'est des. Ah bon, il y a de la poussière rouge dessus, c'est déjà la première chose qui fait que le sol est tout rouge comme ça. Il est posé sur une roche qui est toute fracturée, qui est assez claire. Alors je ne sais pas exactement les analyses de cette roche-là, mais a priori, c'est de l'argile et des sulfates. Peut-être pas à 100%, mais on peut avoir aussi un peu de sable de roche volcanique. Mais donc c'est des roches qui sont formées, ce qu'on espère, ce qu'on pense, au fond d'un lac qui était dans ce grand cratère qui s'appelle Gale Crater, là où est posé Curiosity. Et il essaie de monter sur la montagne qui est au centre de ce cratère. Et donc voilà, on arrive au temps présent, à demain. On a 2 rovers à la surface de Mars, on a 5 satellites en orbite et un de plus demain, mais c'est pas fini. Donc en 2018, la NASA envoie un lander, donc un atterrisseur qui doit poser entre autres un sismomètre à la surface pour étudier l'activité sismique de Mars et des tremblements de Mars. Bon, en fait, il devait partir cette année, là, en mars 2016. Et ils ont eu des problèmes avec le sismomètre au moment des tests de vibration. Et ils n'ont pas eu le temps de trouver la solution. Et du coup, ils ont reporté le départ pour 2018. Et en 2020, du coup, on a le rover européen du programme ExoMars, dont j'ai parlé. Il pourra forer jusqu'à 2 mètres de profondeur pour récupérer des échantillons et les analyser dans son petit laboratoire sur son dos, comme Curiosity. Et puis en 2020 aussi, la NASA doit envoyer un rover un peu comme Curiosity. Il n'a pas encore de petit nom pour le moment, il s'appelle Mars 2020 ou Mars 2020. Et il travaillera pour la première phase du retour d'échantillons de Mars vers la Terre. Donc c'est juste la première phase. La première phase, il doit juste trouver, prélever et encapsuler des échantillons. Et on ira les chercher plus tard, un jour, on espère. Et puis ensuite, les humains sur Mars. Alors ça, c'est une autre histoire, un jour aussi sûrement, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ça a déjà été assez long, peut-être. Alors, je vais vous faire peut-être un petit récapitulatif de l'eau liquide sur Mars. Alors, dans les grandes lignes, et normalement, je les ai pas encore mises dans le dossier, mais j'ai des images qui accompagnent ça. Il y a plusieurs images que j'ai envoyées. Voilà, donc si on fait un petit récapitulatif historique, il y a plus de 3,7 milliards d'années, on avait des lacs, des petites mers, des nuages, des précipitations, des rivières, et là sur l'image qui était juste avant dans le chatroom, c'est donc un réseau de vallées qui fait quelques centaines de kilomètres de long. L'image d'après, c'est des argiles, donc des roches très claires, colorées. Les images arrivent trop vite. Donc, il y a 3,7 milliards d'années, on avait des rivières, de l'eau qui coule, de lacs, des mers, des nappes phréatiques avec des sources, un cycle de l'eau. Bon, on a du mal à savoir combien de temps ça a duré exactement, si c'est arrivé plusieurs fois au début de l'histoire martienne, donc dans plusieurs épisodes différents. Alors après, au cours des milliards d'années qui ont suivi, il y a eu des épisodes de grandes débâcles qui ont créé d'énormes vallées en emportant tout sur leur passage, donc sans doute des écoulements d'eau mélangés avec de la roche, avec de la glace. Et ça, c'est sûrement dû au réchauffement de réserves de glace qu'il y a eu peut-être à plusieurs moments dans le passé. Et ça a peut-être même créé un petit océan temporaire à plusieurs reprises dans l'hémisphère nord de Mars. Et puis plus récemment, on a aussi des petites ravines qui se sont formées sur certains reliefs. Et on se dit que c'est peut-être des écoulements d'eau quand l'obliquité de Mars est très élevée et que les saisons martiennes sont très très contrastées. Et ça, c'est arrivé il y a quelques centaines de milliers d'années ou quelques millions d'années. Donc vraiment hier par rapport à l'histoire de Mars. Et puis aujourd'hui, eh bien, on a peut-être quelques microns d'eau saumâtre parfois en été dans le sable. Donc ça n'a pas vraiment de quoi se baigner.
Et là, justement, dans la chatroom, on a un GIF animé. On voit une série d'images les unes après les autres. Et si vous faites bien attention, en bas de l'image, on a l'apparition dans la zone claire de petits écoulements sombres alors c'est vraiment le sable qui s'assombrit à cet endroit-là, et puis quelques mois après, il redevient clair. Et puis l'année d'après, on a à nouveau des petits écoulements sombres comme ça. C'est pour ça qu'on pense que s'il y a de l'eau qui vient mouiller le sable à cet endroit-là. Alors du coup, si on recherche des traces de vie, on va plutôt aller voir du côté des dépôts les plus anciens, quand vraiment on avait un cycle de l'eau, quand on avait de l'eau en abondance. Et c'est justement là qu'on va aller avec les missions ExoMars et Mars 2020. Et voilà, on en est là après 400 ans d'exploration martienne. Waouh. Maintenant, on n'a plus qu'une envie, c'est de voir ce qui va se passer. Eh bien, rendez-vous demain, justement. Donc, vous allez fouiller sur le site du CNES et il y a une retransmission en live des premières nouvelles qu'on aura de l'atterrissage de Schiaparelli et de la mise en orbite de TGO. Et toi, je devrais faire quelques interventions pendant ce live du CNES à Toulouse. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais demander. Tu vas être en première ligne, donc. Oui, on devrait me voir normalement. Waouh, mais c'est génial. C'est cool, ouais. Ouais. Faudra que tu reviennes nous en parler. Ok, on pourra faire ça avec un autre dossier, par exemple. On verra. Oui, parce que c'est vrai qu'on a envie de savoir la suite quand même. Et est-ce qu'on n'a jamais ramené des échantillons? Enfin, si, on en a ramené des échantillons depuis mars, mais il y a longtemps en fait, si j'ai bien compris. Et non, on n'a rien ramené. On n'a rien ramené alors. Ouais. Parce que ça serait... Non, mais j'allais dire parce que c'est vrai que ça serait intéressant aussi de pouvoir ramener des échantillons et puis de les analyser ici, j'imagine. Ouais, parce que du coup, les laboratoires dont j'ai parlé sur Curiosity ou sur le rover d'ExoMars, ils ont quand même des capacités relativement limitées. Il faut miniaturiser, il faut rendre quelque chose qui prend toute une pièce dans un laboratoire et qui est hyper sophistiqué. Il faut envoyer ça, que ça fasse... les plus gros instruments, ils font 20 kilos. Ouais. Ils doivent tenir dans le dos d'un petit rover, ils doivent fonctionner avec juste quelques watts de courant. Du coup, on envoie des choses qui n'ont pas les mêmes capacités que ce qu'on sait faire sur Terre. Donc oui, on veut ramener des échantillons. Ça sera la prochaine étape. Ouais. Sauf que ça veut dire déjà récolter les échantillons. Ensuite, envoyer alors, en tout cas, c'est le modèle de mission qui est discuté aujourd'hui. Donc, une première mission va récolter des échantillons, les encapsuler. Une deuxième mission va ramasser ces échantillons, les ramener dans une petite fusée qui va les mettre en orbite autour de Mars. Ouais. Là, il faudra qu'il y ait un satellite en orbite autour de Mars et qu'il y ait une rencontre automatique, un rendez-vous, comme ils disent, automatique entre l'orbiteur et la petite capsule avec les échantillons dedans.